Vous l'écrivez sur X, et il me semble que vous avez entièrement raison. Est-ce que l'on va s'intéresser à un moment donné aux Rothschild et comment les Rothschild ont fait la carrière de Macron, en rapport d'ailleurs avec Epstein, parce qu'on le constate, Epstein, Rothschild, c'est cul et chemise, Macron, Rothschild, c'est cul et chemise, et alors, il n'y aurait pas de lien entre Epstein et Macron. Il n'y aurait pas de lien triangulaire. Non, sauf pour les Russes, puisque c'est un coup des Russes. Très étrange. Voilà. C'est très étrange. Que le rapport, disons, de fraternité, même professionnel, entre le clan et la banque Rothschild et Macron, on le connaît, c'est documenté, comme disent les Américains, il y a eu des documentaires à ce sujet, on n'y revient pas. Maintenant, on vient d'obtenir des preuves que le clan Rothschild, la banque notamment, etc., avait des rapports très étroits avec l'île aux enfants. Voici le temps des rires et des chants. Et donc, ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y ait pas de rapports latéraux. Non. Voilà. Donc, d'autant plus que je me permets quand même de rappeler que notre ami de la Fondation, notre marraine de la Fondation, devrait être particulièrement émue par le sort des enfants de l'île. Elle devrait au moins y faire allusion dans les prochains jours. Ce serait bien d'avoir un avis officiel à ce sujet. Parce que voilà, bon, ce qu'on est en train de découvrir pour l'instant par oui-dire, c'est quand même, ou alors c'est des très bons acteurs, mais quand vous voyez sortir un grand noir avec les tempes argentées qui juge dans le Minnesota, je sais pas où, et qui vient de consulter les documents au ministère de la Justice et qui a les larmes aux yeux et qui dit j'aurais préféré ne pas les voir. C'est qu'il y a quand même anguille sous roche. Hein. Et maintenant, ça devient le secret de polichinelle. Je pense pas qu'on verra les images sur Internet, mais on verra des preuves, c'est certain. Je pense que Musk, et c'est exactement ce que disait Léon il y a 2 ans, Musk va balancer à ses abonnés, avant l'interdiction éventuelle de X, mais de toute façon, elle sera inutile. Je vais vous dire pourquoi. Il va balancer les 5 faits clés avec les preuves. Pas les preuves vidéo, il ne va pas montrer des enfants ensanglantés, mais il va montrer des témoignages même verbaux, enfin des choses irréfutables, tamponnées par le FBI, tout ce qu'on veut, et il va balancer les 5 trucs qui convainquent le public mondial de la réalité de ce scandale, de cette monstruosité. Et à ce moment-là, évidemment, il retourne l'opinion. Et il retourne l'opinion contre tous les complices. Et c'est exactement ce qu'a annoncé Léon. Alors vous me direz, s'il ferme X, comment il fait ? Alors il y a ce fameux réseau Starlink, mais qui n'est pas suffisamment développé. Ouais. Mais la chose que personne ne voit, c'est que tous les abonnés à X, et ils sont maintenant très nombreux, ont laissé leur email. Vous envoyez un email à 1 milliard de gens, avec les 5 faits dont je viens de parler. Et puis, croyez-moi, les nouvelles courront le monde comme une traînée de poudre, et donc les coupables ne pourront pas se cacher bien longtemps. Si ce qu'on dit, par exemple, du prince Andrew est vrai avec Ghislaine Maxwell dans l'arrière-plan, on est quand même très mal. Enfin, ils sont très mal. La monarchie anglaise tout entière est très mal, puisque Charles aura couvert. Donc, c'est ce que dit Léon. Léon disait, on va vers un coup de canon qui réveille les gens d'une emprise sectaire. Ouais. Vous savez, dans les films où il y a comme ça... Mais il faudrait un vrai coup de canon, parce que l'emprise sectaire est particulièrement forte. Vous avez assisté à des hypnoses collectives dans des salles, salles des fêtes. Vous avez très chaud, vous vous dévêtez, etc. Les gens se retrouvent à moitié à poil sur le tapis. Et pour les réveiller, on donne un grand coup, et maintenant vous vous réveillez, puis ils se disent, mais qu'est-ce que je fais à poil ? Eh ben, c'est un peu comme le roi est nu. L'opinion... Il y a le rire de l'enfant, le roi est nu. On va vers un moment où l'opinion mondiale va se dire, qu'est-ce que je fais à poil ? Ou qu'est-ce que le roi fait à poil ? Oui, enfin tout le monde. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont quand même entubé les gens à degré invraisemblable, pour ne pas parler, mais parlons-en, des affaires sanitaires. Puisqu'on va nous dire c'est sans rapport avec Epstein. Non, c'est pas sans rapport. Il semblerait qu'il y ait des rapports. Il y a des rapports très étroits.
il y a un faisceau d'indices extrêmement puissant, extrêmement nourri sur le caractère prémédité de la fameuse pandémie. Ils en parlent depuis 2015 dans les mails Epstein. Il y a des réunions dans les mails, etc. Ils ont l'air très impatients de pouvoir tester leur nouveau jouet. Donc, leur nouveau jouet, les conséquences, enfin, les gamins floués, c'est nous. Hein. On a reçu le nouveau jouet à Noël. Et voilà, donc, et c'était un jouet empoisonné. Et on ne sait pas dans quelle mesure, encore, on ne sait pas tout à fait dans quelle mesure il est empoisonné. Il y a des professeurs de médecine qui sont pas rassurants, hein, sur le sort de la protéine Spike. Il y en a même un qui est mort dernièrement. Oui, un certain Boyle. Oui. Donc, là encore, le coup de canon dont nous parlons, l'affaire Epstein, avec son cortège d'enfants martyrs, etc., c'est un gros coup de canon déjà. Mais si la population mondiale est convaincue d'une manière ou d'une autre qu'il y a véritablement un danger, qu'elle s'y est exposée et qu'il y a une grande partie, enfin pas une grande partie à mon avis, ça ne sera jamais que 10 à 20%, mais c'est déjà considérable, des vaccinés qui courent un risque, qu'il y a un risque, bon, en tout cas statistiquement, on semble s'orienter vers ça. Il y a par exemple, j'ai des amis médecins généralistes, dont 2 d'entre eux ont cessé leur activité, ils étaient proches de leur retraite pendant le Covid pour ne pas avoir à vacciner, prêter la main à cette mascarade. Ils me disent à présent, je n'ai jamais vu autant de Charcot. De Charcot. Parce qu'évidemment, ils restent au courant de tout ce qui se passe sur le plan médical dans leur pays. Et donc, si on n'a jamais vu autant de Charcot, c'est pas lié aux pesticides, hein. Puisque la fille qui vient d'en mourir dit « J'ai senti les premières atteintes neurologiques 2 semaines après le vaccin. » Et elle n'est pas la seule. Donc, bon, bref. Donc en plus, ce sont des morts dans de terribles souffrances. En plus, ce sont des morts affreuses. Et entre parenthèses, elle laisse dans l'entourage un sentiment de colère qui va peut-être remonter jusqu'au pouvoir. Hein. Parce que si on voit qu'il y a un rapport, les gens qui ont vu périr leurs proches dans ces conditions-là ne vont pas laisser Véran tranquille une minute. Mais vous avez vu l'emprise sectaire en France par rapport à l'étranger, par rapport aux États-Unis, mais surtout en France. Mais déjà, cette emprise sectaire est décelable dans le vocabulaire. Je vous fais remarquer que dans les mêmes 24 heures, la Tour Eiffel se met en jaune et bleu, et la porte de Brandebourg à Berlin en jaune et bleu, etc. Bon, c'est une épidémie de la même idée. Ils se sont bien téléphonés pour nous faire ça. Eh bien, c'est la même chose pour tout le reste du Covid. Les gestes barrières, la distanciation sociale, ce sont des mots américains qui nous ont été imposés, infligés sur catalogue. Il fallait dire ça et pas autre chose. Et donc, dans tous les pays, si vous circuliez un petit peu en Europe, en Italie comme en Espagne, c'était gestes barrières et distanciation sociale aussi. Donc, c'est véritablement un coup monté. Voilà. Oui, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de protocole sanitaire adapté chaque pays sur cela, bien au contraire. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il y a eu des consignes et que le vocabulaire de plomb a été le même d'un pays à l'autre jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et les gens ne sont pas fous au point de ne pas s'en apercevoir. Ils avaient les mêmes réactions dans les mêmes 10 jours d'un pays à l'autre. Donc c'est bel et bien qu'il y a une espèce de... Alors on va me dire, ça c'est du complotisme quand on pense qu'il y a des réseaux cachés. Il y a des réseaux cachés. S'ils se téléphonent entre eux pour dire la même chose au même moment, c'est qu'il y a des réseaux cachés. Voilà, c'est tout. On peut même imaginer une superstructure qui dépasse qui passe au-dessus des gouvernements. Hein. Alors, on peut imaginer que ça vient de la CIA, puisque ça a été déjà imaginé et dit, mais ça, on n'a pas les preuves. Mais justement, c'est peut-être là que Musk peut les apporter. Parce qu'en gros, nous sommes des amateurs qui discutons au café, pratiquement. On a un peu plus de public que le café, mais nous n'avons pas la machine incroyable de renseignement et d'enquête dont dispose Elon Musk. Si Elon Musk est capable d'acheter 40 milliards X, et si sa fortune a doublé depuis 2-3 ans, il est largement capable d'employer des enquêteurs, hein, y compris pour aller dans les cages d'escalier à Amiens, si vous voyez ce que je veux dire. La chocolaterie d'Amiens. Oui, non mais attendez, moi j'attends avec impatience que le type qu'on nous désigne comme le petit gros s'énerve. Il va finir par s'énerver. Ce qu'il ne fait pas. Le fameux Henri. Moi, je crois savoir, pour l'avoir entendu dire, que son escalier est plein de journalistes australiens. Hein. Ah bon ? Oui, il doit en avoir jusque-là.
Je ne savais pas. Non, en tout cas, il est l'objet d'une attention particulière de certains médias étrangers, donc pas français, bien sûr. Oui, évidemment. Parce qu'on voit bien que c'est là-dessus que repose une des clés. Bien sûr. Il nous a été donné comme un atout maître dans la contre-attaque, et en fait c'est un atout assez minable. C'est même pas comme atout, c'est même pas un 10 quoi. C'est un 7 de cœur. Et donc le type, je pense qu'il en a marre. Et apparemment son plaisir c'est de jouer aux cartes dans le café du coin. Il a dû accepter de jouer le rôle, et voilà. Enfin bon, bref, ne conjecturons pas, mais à mon avis, donc c'est pour en revenir à Musk, si quelqu'un a les moyens de mener une enquête approfondie, quitte d'ailleurs à payer les gens, parce que Musk dispose d'un atout énorme, c'est qu'il peut couvrir d'argent celui qui lui apporte une information essentielle. Et donc, comme nous vivons dans un monde... Mais est-ce que vous croyez que c'est stratégique, c'est important pour Musk, ce qui se passe en Europe? Non, ce qu'il veut, c'est que le tissu qui prétend lui résister se défasse. Il l'a dit, parce que c'est marrant, les gens, même la presse ne le fait pas, même nous-mêmes ne le faisons pas, seuls les gens un peu désœuvrés comme moi le font. Moi, je regarde toutes les déclarations de Musk depuis le début Il a dit où il voulait aller. Il a dit qu'il voulait faire des référendums par sujet et par nation, par le biais de X, avec des votes infalsifiables qui ressembleront à la blockchain. C'est-à-dire, vous savez, c'est le principe de la crypto, dans un système de votation, même par correspondance, basé sur la crypto-monnaie, enfin sur le principe de la crypto-monnaie, sur ce qu'on appelle la blockchain. C'est-à-dire, en gros, c'est un ensemble de votes qui sont bloqués par un mot de passe et on peut pas faire entrer, on peut pas bourrer les urnes. Donc, s'il arrive à mettre au point un système de votation à distance par Internet qui soit absolument infalsifiable et contrôlable par tout le monde, et qu'il envoie des votations à la Suisse par pays et par problème... Ça devrait être faisable. Ça fait un moment que les gens qui se défendent de la votation à la Suisse le disent. Il nous en menace depuis longtemps. Il a dit que X devait être l'embryon de ça par nation. Mais il a raison. Et que, effectivement, il suffirait que l'on pose la question aux Français, par exemple, de savoir s'ils souhaitent ou non que l'avortement soit dans la Constitution, et ils auraient dit non. Mais on leur a pas posé la question. On a posé la question à Aurore Berger. Vous voyez le problème ? Mais ça, c'est quelque chose qui pend au nez des Européens. Enfin, des Européens, des membres de l'Union européenne. Oui, la démocratie directe sous houlette Musk, ça va être difficile à... C'est ce qui explique pourquoi il cherche par tous les moyens à bloquer les accès. Absolument. Et bien alors l'autre chose aussi, c'est que cette démocratie directe va probablement être légitimée parce qu'elle va nous annoncer là, puisqu'elle aura été le vecteur de la vérité. Et que dans la vérité que nous soupçonnons imminente, le rôle de Musk et de son réseau, ça va être considérable. Donc les gens vont se dire qu'un quelqu'un qui est capable d'avoir installé la nouvelle vérité, la nouvelle échelle de valeur, un peu comme Jean-Paul II l'a fait lors de la chute du communisme. Parce que c'est un peu ça. Musk essaye de provoquer une chute du communisme européen. Oui. Oui. Et Musk, c'est Solidarnosc, si vous voulez. Et donc, alors pour l'instant, les gens sont stupidement sensibles à la propagande, en disant ouais, Musk, c'est Trump, c'est des fachos, tout ça, etc. C'est effrayant. Même dans mon Aveyron, la mémé de base à qui on parle de Musk dit ah là là, me parle pas ce fasciste, parce qu'elle l'a entendu dire de sa petite fille. Vous voyez, et bon, elle sait absolument pas qui c'est, mais donc il y a une espèce. Comment vous expliquez cette crédulité? Parce que vous dites hypnose, vous dites secte, à une époque, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi je me souviens dans les années 90, je me souviens d'un enfant de 11 ans au village chez moi, un petit estivant, assez branleur, le petit cheveu tortillé, un peu fils de gauchiste quoi, qui parlait tout le temps de Pasqua autour du feu de camp. En fait, ces gauchistes de l'époque, ils élevaient leurs enfants dans la haine de Pasqua. Oui, bien sûr. À 11 ans. Oui. À 11 ans. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec Trump. Avec les bobos, oui, bobos, c'est vrai. Poutine, Trump, Musk, c'est une bande de fascistes. Absolument. Des mangeurs d'enfants. Bien d'ailleurs. Oui, entre parenthèses, bon...
C'est pas, semble-t-il, c'est plutôt... Non mais là c'est quand même terrible ce qui leur arrive, parce que entre le type de Nantes là qui violait des nourrissons en bande, hein, en filmant, en fait, on croit rêver, et qui était à l'EFI. Oui, ça, les filles, oui. Non mais je veux dire, on peut pas trouver pire. Jacques Lang, qui, on va pas devancer les progrès de l'enquête, mais Jacques Lang, là encore, image de la gauche assez médiocre. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, voilà... Et puis tous ces gens nous ont bassinés. Moi, quand j'avais 20 ou 30 ans, ancien journaliste au Figaro, ancien romancier, un peu mauriacien, un peu collet-monté, quoi, avec beaucoup de christianisme dans mes livres, etc. On passait pour des cinglés. Moi, quand j'ai écrit un livre sur l'Est, sur la Hongrie en 91, Bernard-Henri Lévy disait que j'étais un partisan du biniou. Et que c'était la France qu'il haïssait, la France moisie qu'il haïssait. En l'occurrence, c'était pas la France, c'était la Hongrie. Mais je veux dire, ils nous ont quand même vilipendés pendant toutes ces années. Et quand on voit maintenant, au nom de quoi, de quelle valeur, de quel copinage, de quelles actions souterraines, de quel profit financier. Regardez l'évolution des revenus de Julien Drey. Moi, c'est pas dur, je gagne 2 000 € de retraite par mois. Et c'est à peu près ce que j'ai gagné toute ma vie. À peu près. Eh bien, Julien Drey, regardez l'échelle de ses revenus. Depuis l'âge de 20 ans. Et c'est des socialistes. Voilà, c'est tout. Oui, c'est un type qui est richissime, ça. Et puis c'est effrayant quand on voit les chiffres de Delphine Ernotte, etc. Attendez, moi j'ai eu 2 ou 3 livres qui ont été adaptés par France 2, avec scénario acheté, puis j'ai collaboré au scénario, j'y ai passé 1 an, les gens étaient d'une connerie, ceux avec qui je travaillais étaient d'une connerie noirade, parce qu'ils disaient, ce serait pas mal comme si on mettait un tel antisémite. Je lui dis, non, c'est pas dans le livre. Et incroyable. Et donc, à la fin, ça ne s'est jamais fait. Pourquoi ? Parce que le régime politique a changé, et que le projet a été abandonné comme trop réactionnaire. Oui, bien sûr. Vous voyez, et donc, il ne faut pas croire surtout que la gauche... s'il n'y avait pas le thème antisémite. Voilà, absolument. Il ne faut pas croire que la gauche au pouvoir pendant 30 ou 40 ans, notamment sous l'égide de Jacques Lang, ça a été sans conséquence pour les gens comme moi. Moi, j'ai survécu pendant toutes ces années, et pas vendu mon âme, si, un tout petit peu en traduisant des livres américains dégueulasses. Mais en tout cas, j'ai survécu, j'ai jamais crevé de faim, mais c'est quand même bien la gauche, soi-disant amie des arts et lettres, qui nous a menés là. Et qui a imposé Houellebecq contre tous les gens qui faisaient des romans raffinés. Parce que les romans de Houellebecq sont tous sauf raffinés. T'es sûr ? Oui, il y a des choses que personne ne dit, mais dans chaque roman de Houellebecq qui a fait son succès, il y a au moins 40 pages de pornographie pure. Oui, bien sûr. C'est pas dur. C'est une recette pour faire un succès, ça. Hein. Moi, si j'avais mis 40 pages de pornographie dans chacun de mes livres, mais croyez-moi, le chiffre de vente serait meilleur. C'est une idée pour la suite. Non. Ça m'étonnerait que Jean-Cyril Godefroy accepte ça, mais bon. Oui, non, effectivement. Bon, en tout cas, soyez gentils, continuez à acheter ce petit livre. Voilà, à l'endroit, oui. on le rappelle. Ça fait plaisir, ça marche très bien. La version américaine est en train de sortir, ça s'appelle Upright. Et je vais essayer de la faire remonter vers Candace Owens pour qu'elle mette une petite coccinelle à sa boutonnière. Mais on a l'impression que Candace Owens ne parle plus de l'affaire Brigitte. Parce que Trump, à mon avis, le lui a interdit. Oui. Parce qu'en gros, il veut se réserver le bénéfice de la révélation. L'autre chose que je voulais dire... Il veut porter le coup fatal. Ouais, mais l'autre chose, non, parce que quand même, il est assez élégant pour lui laisser la queue et les oreilles, c'est possible. mais ce que je veux dire, c'est que Trump l'a très probablement arrêté parce qu'elle commençait à gratter les méthodes CIA, qui ne sont pas entièrement étrangères au passé, au curriculum de notre ami IE. Oui. Oui, voilà. Les et deux. Candace s'est commencé à gratter beaucoup les méthodes de contrôle mental de la CIA dans la mauvaise période, a énervé Trump qui a dit, bon, t'as peut-être raison, mais là tu fous en l'air l'image extérieure de l'Amérique, donc on va arrêter là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai annoncé par le biais de Léon, l'affaire Epstein va devenir une affaire essentiellement française, pour une raison évidente psychologiquement, l'Amérique a besoin de se défausser.
C'est une affaire qui est... Mais alors pour le moment, elle est exclusivement pas française. Vous allez voir que le bébé et l'eau du bain, tout ça va passer sur la France parce qu'il y a suffisamment d'éléments pour qu'on nous dise, on essaie de nous faire croire que finalement cette histoire de trafic d'enfants sur l'île, de gamines de 12 ans, c'est uniquement parce que Jean-Luc Brunel les faisait venir. Et effectivement, il y avait quelques enfants du tiers-monde et de l'Est qui passaient par Paris systématiquement. Mais en tout cas, la plaque tournante, c'est Paris. C'est Paris. Et donc, il va être assez simple aux enquêteurs trumpiens de dire, écoutez, vraiment, honnêtement, c'est une affaire essentiellement française. Et voilà. Et donc, ça va permettre d'accabler notre pauvre pays de tous les vices. Il en avait déjà pas mal, mais bon. Oui, c'est la France qui va être ciblée. Probablement. Et donc là, pour en revenir à nos Rothschild, je me demande comment ils vont s'en tirer, parce que là, il y a quand même une espèce de compromission, ne serait-ce que par omission. Mais après, il faut que les journalistes s'y intéressent. C'est pas le cas. Il faut que la justice... Les journalistes, déjà, ont été devancés par la clientèle elle-même. J'ai lu ce matin même que Madame la banquière... Ariane de Rothschild disait à ses clients oui. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, n'en tirez pas des conclusions, vous avez des relations purement d'affaires. Ne retirez pas vos avoirs, etc. Oui. Donc peut-être, vous savez, une banque, la confiance, ça disparaît vite. Et donc d'abord ils ont horreur qu'on parle d'eux. Et là c'est mal barré. Et puis il y a cette histoire de confiance, c'est un peu comme une compagnie d'assurance où si la confiance n'est plus là, tout s'effondre. Si les gens commencent à réclamer leurs avoirs, par exemple, ils n'ont pas le dixième de ce qu'il faut pour les rembourser. Le bank run donnerait de très mauvais résultats. Hein. Mais ça a été verrouillé d'entrée, les Rothschild, puisque ça, c'est du complotisme. Pour qu'elle avertisse les clients anglais qu'il faut pas en tirer des conclusions trop hâtives, il faut qu'il y ait quand même un peu péril dans la demeure. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Je me contente de lire ce qu'il y a dans la presse. Hein. Peut-être que c'est que des mensonges. Mais une chose est certaine, c'est que l'institution... la presse institutionnelle, le Parisien libéré, etc., y compris des satellites lointains comme la Dépêche du Midi, tout ça, le Midi Libre, ils sont vent debout. Il y a vraiment un danger. On voit bien à quel point ils font passer pour des méchants complotistes tous ceux qui posent les questions. Et donc, on tient le bon bout, évidemment. Et c'est le bon bout parce que je le rappelle, puisque c'est presque la conclusion, sur les décombres, sur la qualité des décombres que nous allons produire, repose la qualité de la société que nous allons construire, ou reconstruire. C'est le principe du bouc émissaire. Le bouc émissaire doit être chargé de tous les péchés de l'ancien monde. Et là, à cet égard, Macron est très bien placé. Ah oui. Il ferait un parfait bouc émissaire. Absolument. On va même le charger peut-être de péchés qu'il n'a pas commis. Peut-être. Il y en a peu, mais... On ne prête qu'aux riches. Mais en tout cas, dans l'optique René Girard, il en faut un. Il faut, pour reconstruire la cité, il faut qu'on désigne où était le mal, où était le désordre. Et voilà, je pense qu'on est en bonne voie, là. Oui, dans une logique oedipienne, finalement. Oui. Thèbes où la France a la peste, et il faut que ce soit lié à une relation. Absolument. Et alors nous avons aussi de faux alliés. Il y a des gens qui vont nous faire plonger dans l'opinion mondiale, comme l'Italie. J'ai dirigé pendant 3 ans le centre culturel français à Milan. Donc je connais bien le niveau de rancœur italienne à notre sujet. C'était pas il y a pas si longtemps, il y a 10 ans. Qui vient d'où d'ailleurs ? La grandezza francese. Ah oui. La grandeur française les insupporte vraiment. Ils ne peuvent pas blairer ce côté. Ça se sent chez Mélanie d'ailleurs. Voilà, et donc ils ne peuvent pas blairer notre côté frimeur. Ils n'ont pas aimé du tout Carla. Carla était déjà très, la famille Bruni Tedeschi était très mal vue en Lombardie, parce qu'ils étaient partis à Paris pendant les années de plomb. Des gens immensément riches. Hein. Oui, ils avaient protégé leur fortune à Paris contre les brigadistes. Et ça le grand monde romain et milanais ne l'a pas oublié. Donc la France a quand même très mauvaise réputation. En plus, il y a cette histoire d'avoir exfiltré les pires sanguinaires italiens pour les protéger en France, ce qu'avait fait Mitterrand. Donc il y a un lourd contentieux. Donc ils ne sont pas mécontents que Macron ait un genou à terre bientôt.
Certes. Ben, ça va compter. Hein. Parce que par exemple, déjà, elle vote pas. Elle vote pas en même temps que les loups en Europe. Elle veut pas qu'on vote des budgets pour l'Ukraine, etc. Donc elle leur complique les choses. Il n'y a pas que Orban qui leur complique les choses. Mélanie est un caillou dans la chaussure. En plus, Mélanie adore les Américains pour des raisons, bon, un peu pas très avouables, parce que la moitié de l'économie italienne est basée sur l'Amérique pour des raisons mafieuses. Et oui, pour quelles raisons l'Italie s'en sort aussi bien? Certes, ils sont des génies, certes, ils sont très inventifs, ils ont des usines partout, mais elles sont financées par qui? Ils vendent très bien, mais il faut produire. Qui donne l'argent? Qui investit? Voilà. Donc cette économie fonctionne très bien parce qu'elle a investi le mauvais argent au bon moment. Un peu comme l'Espagne, une certaine Espagne avec l'argent des cartels de Medellín qui servait à construire des hôpitaux dans la banlieue de Madrid dans les années 80-90. Tout le monde le sait ça, mais l'Europe ne veut pas le savoir. Voilà. Alors, on vient à l'Europe, on vient à Macron, on parlait donc du fait de ces rumeurs insistantes sur les armes nucléaires livrées ou bombes sales livrées à Kiev. Il y a aussi ce discours qu'il va faire lundi, dans 2 jours maintenant, en élargissant la dissuasion nucléaire à l'Europe. Là aussi... c'est absurde. D'abord, c'est absurde sur le plan constitutionnel. Là, il est dans le schéma de la très haute trahison. Normalement, l'armée devrait être vent debout contre ça. Mais c'est pas le cas. Il ne devrait pas y avoir un seul cadre de l'armée qui accepte de décrocher son téléphone. Voilà, c'est tout. Là, je participe d'ailleurs, je vous le dis, le 8 mai, je participe à la journée de place d'armes dans un château près de Carcassonne. Donc j'invite les gens à nous y rejoindre, il y aura signature de livres, il y aura des discours de différents généraux. Moi j'aime bien ce genre d'atmosphère, j'ai été élevé dans ce milieu militaire. Et donc en plus, bon, ils ont évidemment une réflexion très saine. Vous y étiez déjà en septembre, oui. Je crois. Ils ont une réflexion très saine sur ce qui arrive à la France. Et j'aimerais bien que Villiers chevauche ce destrier-là avec l'aide de son frère. Vous allez attendre un peu. On va voir. On va voir. Mais de toute façon, même si l'initiative ne vient pas de France, l'opportunisme viendra de France, puisque dès que Trump ou Musk auront sonné le signal de l'Halali, vous allez voir les résistants ils vont de la affluer. dernière heure. Oui, exactement. D'ailleurs, on commence déjà à voir des propos, y compris sur l'affaire Brigitte. C'était Poussard qui disait ça l'autre jour. Il y a des gens du Nouvel Obs, etc., qui commencent à être assez modérés. Hein. Qui veulent pas qu'on dise qu'ils étaient vent debout contre la vérité, qui disent oui, bon, faut voir. Voilà. On revient au nucléaire, justement. Oui, donc, le nucléaire, c'est peut-être constitutionnellement un problème. Oui. Encore une fois, ceci dit, vous retrouvez qu'il n'y a pas que les journalistes, les juges, les policiers, mais aussi les militaires qui ne font rien, qui ne se lèvent pas. Moi, ça, c'est quelque chose qui, quand même, est inquiétant. Même si vous expliquez que si ça vient de l'étranger, à ce moment-là, on les verra se lever comme un seul homme à ce moment-là. Mais pour Macron, finalement, on voit qu'il se projette aujourd'hui dans son futur. La France, ça n'aurait été qu'une étape. Son futur n'est pas le nôtre. Hein. Je suis convaincu par mon Léon que son futur n'est pas le nôtre. Il croit qu'il a en charge le destin de la nation, oui, des nations. C'est pas des vrai. Nations européennes. C'est Hérostrate. Il aura détruit le temple d'Éphèse, mais pas plus. Et on se souviendra de lui pour ça. Il aura détruit le temple d'Éphèse. Pour se faire voir, quoi. Et donc, ce genre de personnage va disparaître à jamais de l'histoire, puisque en gros, on va vers une espèce de démocratie permanente à la Suisse. Si ce que vous dites sur Musk se réalise, oui. Oui, parce que ça changerait beaucoup de choses. C'est le seul moyen d'en sortir. En plus, ça va dévedétariser la politique. On passera de l'élection à la votation. Voilà, on n'aura plus d'élus. Absolument. On aura juste des votes pour ou contre telle ou telle mesure. Absolument. Ce qui est très sain, surtout quand on se targue d'être moderne. Hein, l'élection, la sacralité de l'élection devrait normalement, pour les Lumières et les modernes, appartenir à un passé révolu. Je voudrais revenir à une chose, à une formule que j'ai oublié de citer. Je me cite moi-même, mais bon, la formule résume bien ce que je voulais dire tout à l'heure à propos de l'enfance de Macron. Macron était à 13-14 ans, on est dans ce qu'on appelle les émois adolescents. Donc on est dans l'émotion.
c'est naturel qu'on soit dans l'émoi entre 12 et 14, 15 ans. On est dans les préférences amoureuses secrètes, dans les soupirs, dans le non-dit, dans tout ce qui est chargé d'émotions et chargé aussi de profondeur. Donc cette évolution-là a été interrompue net parce que vous savez, parce qu'il est passé du royaume de l'émotion au royaume de la sensation. C'est exactement ce que veulent faire tous les grands modernes à propos de la sexualité à l'école. Ils veulent que l'enfant passe de l'émotion, du désir éventuel, de la préférence amoureuse, à la sensation, c'est-à-dire carrément on leur apprend comment avoir des rapports. Et donc on écourte d'une manière scandaleuse ce passage de l'émotion qui est le seul qui constitue un adulte. Un adulte vraiment construit, il doit être passé par l'émotion souvent un peu frustrée, de 12 à 17 ans. À 17 ans, on débarque dans le royaume de la sensation. C'est à nous les petites anglaises, c'est tout ce que vous voulez, mais cette période sacrée, entre 12 et 17, elle était sacrée de notre temps. Et honnêtement, les curés qui mettaient la main sur les gamins à 12-13 ans étaient très peu nombreux. C'était même pas un pour 1000, pour 10 000. Donc on nous dit que c'était un phénomène général. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de faire croire que c'est tellement général qu'on peut le faire dans le club de foot, parce qu'on a des tas de copains qui sont entraîneurs qui le font. C'est ça la gauche libertaire des années libées. En fait, en vérité, ce passage à l'acte était rarissime et était perçu comme un tabou. Et c'est normal qu'il ait été un tabou jusqu'à 17 ans. Et que donc, bref, l'émotion ne doit pas céder la place trop tôt à la sensation. Et de dire de sa petite fille, oui, bon, apparemment, elle aurait des rapports avec un tel qui a 14 ans et demi. Ben ça, c'est honteux, c'est honteux. Laisser faire les rapports à 14 ans et demi, c'est honteux. Parce que justement, là encore, il débarque dans la sensation avant d'avoir conçu quoi que ce soit par l'émotion. Bref, je cesse de faire mon prof de philo. Alors revenons à Macron dans ce cas-là, oui. Oui, et ben c'est tout ça, c'est simple, il a été interrompu dans son évolution personnelle, psychique, par ce véritable viol mental. Sentimental. Ouais. Mental. Et donc il nous inflige les conséquences de ce viol mental. Et sa femme, vous observerez le léger silence, nous inflige aussi, sur toute une génération, une sexualité, une liberté sexuelle hors de propos. Quelles que soient les tentations, les tendances, etc., elles ne doivent pas se manifester par le geste jusqu'à 16-17 ans. Voilà. Et donc je ne fais pas mon prude, je dis... Tout le monde peut coucher avec tout le monde, ça ne me dérange pas. Mais en revanche, cette histoire d'âge limite, d'âge plancher, est absolument essentielle. D'ailleurs, tout le monde sent bien que c'est un truc constituant de la personne. Autrefois, on faisait des cahiers intimes. Oui, tout à fait. Voilà, c'est fini les cahiers intimes. On préfère échanger maintenant les petites culottes, c'est pas pareil. Mais on nous raconte la fable que Brigitte Macron tient son carnet intime encore aujourd'hui à l'Élysée. Dis donc. À ne pas mettre entre toutes les mains. C'est ce que je pense. Bref, en tout cas, bon, il y a ce côté pénible. En plus, il joue il joue aussi la grande bourgeoisie qui va à la montagne, etc. Il y a cette espèce, c'est comme en Ukraine d'ailleurs. Leur pays est à feu et à sang et ils vont à la montagne, quoi. Enfin bon. Les Ukrainiens ? Non, les Ukrainiens, mais les Français aussi. Brigitte, en ce moment, elle est avec ses 2 filles à la montagne. Le pays va extrêmement mal. Elle devrait être couverte d'une robe de bure. Et aller faire pénitence. Mais bon... En tout cas, les gens qui avaient en charge... Et c'est vous qui dites que le pays va mal. Quand on les écoute, le pays va très bien. Écoutez, ça ne s'est jamais aussi bien porté grâce à ce petit Mozart de l'économie et de la finance. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Bah oui. Les chiffres de la dette et les chiffres non plus, les chiffres de la santé publique. Méfions-nous de ça. Ça va être probablement le gros morceau dans les 2 ou 3 années prochaines. C'est d'ailleurs ça qui va tout emporter, à mon avis. Les gens vont être furieux d'avoir été menés en bateau à ce point-là. Parce que quand on commence à avoir des conversations,
on a eu des conversations de Delfrécy disant à Fauci, je peux pas les tenir, allez venez à mon secours parce que je peux pas les tenir. Donc en gros, il est en train de nous traiter comme du bétail et parce que la porte a été mal fermée, quoi. On a les emails. Et puis alors, toutes les discussions sur la situation pandémique, etc., sont classées secret de défense. Mais qui a vu ça, mais quelle honte. Tous ces gens devront répondre de ce qu'ils ont fait, évidemment. Oui, les fameux conseils de défense de Macron permettent de classer défense l'intégralité. Il n'y a pas que ça, il y a même des gens comme Houellebecq. Moi, je fais une fixette sur Houellebecq. Ah bah je vois ça. Non, aujourd'hui. J'ai une certaine amitié pour le personnage. Il raconte bien, c'est un écrivain, il n'y a aucun doute. La seule chose, c'est que c'est un lâche. Un lâche. Soi-disant, ce type était fait pour dire la vérité au monde contemporain. Ses livres allaient dans ce sens. Ah, il a tout compris. Il a tout compris sauf l'essentiel. Pendant le Covid, vous l'avez entendu, vous ? Non ? Non. Ça a été quand même un psychodrame invraisemblable où on a laissé la moitié des gens dehors, on a laissé les gosses dehors devant les marchés de Noël parce qu'ils n'étaient pas vaccinés ou qu'ils n'avaient pas le pass. Et on n'a jamais lu une ligne de Houellebecq à ce sujet. Bah, zut. Ouais. Ouais. En termes de lâcheté, Macron est un lâche aussi. Oui, c'est un club. Hein. Le problème de la lâcheté, c'est que c'est forcément collectif. Parce que si personne n'y va, personne n'y va. Et, alors, la seule chose qu'on voit, c'est qu'ils quittent le navire les uns après les autres. Colère et toute cette bande, Ismaïl Emelien, il y a quand même très peu de gens de la première garde qui soient restés fidèles. Et ceux qui sont restés fidèles, ce sont ceux qui avaient un casier. Oui. Enfin, qui savent que leur sort dépend de leur fidélité. Donc, là encore, j'en parle pas du tout comme un politique. Je suis pas Nathalie Saint-Cric, je suis un romancier. Moi, je vois tout ce monde-là est un monde balsacien. Hein. Bien plus faisandé que dans Splendeur et misère des courtisanes. Bien plus faisandé. Parce qu'il y a quand même, dans Balzac, il n'y a pas de crime de sang. Il y a un peu de sorcellerie. Il y a des mystères. Il n'y a pas de crime de sang, il n'y a pas ce scandale absolu de l'enfance martyrisée. Balzac n'a jamais écrit un seul livre sur ce sujet, que je sache. On trouve ça nulle part. Donc ça veut dire que ces gens-là sont sortis de notre civilisation. Ils se sont mis à l'écart. Nous avions une civilisation humaniste. Humaniste, ça veut dire qu'on s'émouvait pour les gens. Et que les gens qui avaient du malheur, comme le petit Gavroche, ou chez les Thénardier, etc., tout ça, ça nous émouvait, ou bien Sans famille d'Hector Malot. Aujourd'hui... Ça, c'est le 19e siècle, oui, tout ça. Mais c'est le 19e siècle, nous l'avons lu dans toute notre enfance, nous. Oui. Le Club des Cinq, par exemple. Le Club des Cinq était incroyablement moral. Aujourd'hui, ce que vous voyez dans les marchés de province, ce qu'on appelle les vides-greniers, pendant tout le mois d'août, dans le Languedoc, là, à côté des poussettes usagées, quels sont les livres d'occasion que l'on vend le plus ? Stephen King. L'horreur absolue. Ce salopard qui a dévasté littéralement la cervelle et l'imaginaire de 2 générations, 3 générations. C'est invraisemblable. Et ce type-là, il n'a pas été, peut-être qu'il a été d'ailleurs couronné par des médailles françaises, mais ce serait un beau scandale, quoi. C'est l'anti-humanisme. C'est le contraire de notre civilisation. On est c'est la suite du XXe siècle, le totalitaire. C'est crime de masse. Non mais attendez, là, ce que vous évoquez... anglo-saxon. Nous n'avions pas de littérature policière en Europe du Sud, en Italie, en Espagne. Nous n'avions pas le truc des serial killers, Agatha Christie, les 10 petits nègres, tout ça. Ça n'existait pas. Ça a été inventé par le monde anglo-saxon. Après, il y a Rouletabille qui est arrivé là-dessus, et Arsène Lupin, et voilà, c'était parti. Et ensuite Simenon. Et maintenant, il y a un livre sur... Qu'est-ce que je raconte ? 4 livres sur 5 qui sont des thrillers où on assassine, on dépèce. Mais c'est incroyable. Et ça, bravo les Américains. Ce sont eux qui nous ont infligé ça de A à Z. Oui, mais que ce soit ce que l'on pourrait imaginer du Covid,
de ce que l'on peut dire de l'affaire Epstein, Oui. avec jusque des expérimentations Mais là, justement, sur les enfants. Là, on est sur du l'affaire Mengele, Epstein, là, c'est le totalitarisme nazi. Même. l'affaire Epstein est la conséquence naturelle de ce que je viens de vous décrire, de l'Amérique de Stephen King, de Madonna, de la Kabbale, des groupes de rock satanistes, de le sang qui coule à flot sur les scènes de rock internationales. Ça, c'est les 20 ou 30 années que nous venons de subir. Et je peux vous en parler d'autant plus que j'ai traduit ces livres de merde pour le compte de mon éditeur Robert Laffont notamment, mais pas seulement, Flammarion, etc., pendant des années. Donc je connais bien la littérature où on tue une personne toutes les 4 pages, ce qu'ils appellent un page turner, vous savez. Et donc toutes les méthodes de ces imbéciles, je les connais puisque je les ai traduits. Et donc voilà, c'est des sous-littérateurs, c'est une sous-inspiration, une inspiration anti-humaniste, et pour vivre, parce que mon éditeur me disait, tu dois trop d'argent comme auteur français, on t'a attribué trop d'argent pour écrire ton livre qui ne s'est pas bien vendu, donc pour combler les 10 000 euros de déficit, tu vas nous faire une traduction. Et on m'imposait littéralement une traduction venue de Boston et qui racontait des histoires atroces de filles dépecées dans une cave. On croit rêver quand même. Alors, et là j'en parle d'autant plus violemment que je suis donc une espèce de converti. C'est-à-dire que c'est un peu comme tous les prêcheurs. Je peux dire j'ai beaucoup péché. Voilà. Donc non, mais heureusement qu'on en sort. On en sort. La preuve. Ouais. La preuve. Bon, bah écoutez, on a fait un bon tour. Oui, alors, donc ne croyez pas que l'affaire Epstein soit autre chose que l'affleurement de tout ce qui a précédé en Amérique depuis 30 ou 40 ans. C'est dans l'exacte lignée de ce qui s'est passé. Tout le monde sait qu'à Hollywood, il y avait des réseaux, ça commence à se savoir, mais tous les DiCaprio, tout ça, tous ces gens recrutés à l'âge de 12 ans et demi, castés à 16, dans quelles conditions on ne sait pas, couchant avec qui on ne sait pas. Si, on le sait maintenant, puisque le petit Justin Bieber a dit que sa carrière était entièrement due à ça. Le gamin, on le ramasse à 12 ans, il écrit, on lui fait une chanson à 13, et on lui offre une Ferrari à 15. Et on a tout le déroulé. Il l'a même raconté dans une de ses chansons. Et ce système américain était basé là-dessus. Et ils ont essayé de nous l'imposer en France, où ça a modérément marché, sauf chez Jean-Luc Brunel, et aussi dans ce que vous dites, l'affaire Epstein ne peut pas devenir une affaire française dans ce cas-là. Si, parce que justement, pour se dédouaner, ils vont nous coller le bébé. Pour se dédouaner, voilà. Ils vont nous coller le bébé. Vous entendez beaucoup parler, vous, de l'affaire Didi, qui est pas la même, tout à fait, parce qu'il n'y avait pas de sacrifice d'enfants. Non. Mais dans l'affaire Didi, il y a quand même des soirées incroyablement sexuelles, sous drogue, oui. Et dont une grande partie se passait à Saint-Tropez. Ils avaient plusieurs lieux, Ibiza, Saint-Tropez. Et donc, voilà, un jour ou l'autre, on va découvrir qu'il y avait ça aussi. Donc, bon. L'une des choses qui a le plus alimenté ce commerce, entre guillemets, c'est le jet privé. Les jets privés, les gros jets, ceux qui font 40 places, ne peuvent pas atterrir sur les aérodromes d'aéroclubs. Mais ils ont réduit la taille. Maintenant, vous avez des jets privés qui font 6 places, 8 places. Et ceux-là, ils atterrissent sur une piste de 1700 mètres. Et il y en a plein en France. Et qui va aller surveiller qui débarque ou qui embarque? Et qui va où? Dans quel château? Ce sont des avions qui ont pratiquement 10 000... enfin, non, j'exagère. 6 à 7 000 kilomètres de rayon. Bon, donc, tout est possible. Et apparemment, il y avait un marché extrêmement actif qui ne demande qu'à être découvert, mais qui le sera, puisque maintenant, je touche du bois, un gros bois, Musk est de notre côté. Pas entièrement, mais au moins pour avoir la peau de tous ces gens-là, il est de notre côté. Alors pourquoi c'était en France, la plateforme? C'est parce qu'il y a une mansuétude des juges, une mansuétude de la police? Non, oui, ça aussi, mais nous avec sommes... une franc-maçonnerie Non, c'est surtout le grand responsable coupable de tout ça, c'est Mitterrand. Et par conséquent, Jacques Lang, qui est son conseiller en matière morale. Le socialisme des années 80. Voilà. Et donc, tout ce qui s'est passé de douteux sur ce plan-là, y compris l'affaire Doucet... C'est Mitterrand et c'est les Français qui l'ont élu. L'affaire Doucet, je vous rappelle, je l'ai même écrit dans Valeurs Actuelles sur une pleine page, j'ai été grondé par la direction de Valeurs Actuelles pour l'avoir écrit. Jean Edernalier, que je connaissais un peu, a écrit, avant de mourir, une
une première page de son journal L'Idiot International qui était vendu en kiosque, où il disait « Pierre Berger, c'est vous qui avez fait tuer le pasteur Doucet ». Pierre Berger attaquait tout le monde sous le moindre prétexte. Est-ce que vous croyez qu'il aurait attaqué Hélène Allier devant un tribunal? Pas du tout. Pas du tout. Et ça a été pareil aussi pour Jean-Claude Gaudin, qui a été accusé d'assassinat dans un roman paru chez Fayard. Est-ce qu'il a, vous êtes plus au courant de ça, avec Léotard, le maire de Fréjus. Vous souvenez pas? Ça me dit vaguement quelque chose, oui. Un roman raconte une histoire d'assassinat sur la personne de Yann Pia, qui aurait eu comme complice des gens sous un nom de code, mais Gaudin et Léotard se sont reconnus et sont allés protester à TF1, mais sans attaquer.